Bon, ça fait un long moment que nous ne nous sommes pas retrouvés pour parler de l'Espagne, tout ceci à cause de divers soucis dont les concours n'étaient pas des moindres, mais nous allons désormais reprendre. Et j'ai décidé cette fois de faire une vidéo beaucoup plus longue que celle d'avant. On va voir, on va tester cette nouvelle formule. Si parler pendant plus longtemps, ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Sinon, on reviendra à des formats d'environ 7-10 minutes. Mais là, j'ai décidé de traiter d'un bloc toutes les opérations complètement militaires, les combats de la guerre d'Espagne, parce que souvenez-vous, la dernière fois que nous nous étions quittés, nous étions rendus à peu près au moment où le Front populaire, donc c'est-à-dire ce rassemblement, cette alliance des partis de gauche, ça arrive au pouvoir en Espagne. Donc c'était les socialistes, le petit parti communiste espagnol, les trotskistes du POUM, c'est un sigle POUM qui se sont alliés avec d'autres partis comme le centre-gauche et les nationalistes catalans qui leur permettent donc d'obtenir une majorité aux Cortes, le Parlement espagnol, les Cortes, et gouverner le pays à ces élections générales de 1936. Donc voilà à peu près où nous en étions arrêtés. Et on va continuer en disant que dès le début, c'est un grave problème, le nouveau gouvernement est en proie aux mêmes soucis que son prédécesseur de 1931. Donc je vous renvoie à la vidéo précédente, à l'introduction, qui racontait un peu l'histoire de l'Espagne jusqu'en 1936 et qui montrait que la République espagnole était fortement divisée. Et bien là, c'est la même chose. Le nouveau gouvernement, qui est une alliance, un front donc populaire de divers partis, n'arrive pas à gouverner. Et un mois à peine après les élections, une brochette de mécontents décide de passer à l'action. Donc qui sont-ils? Comment sont-ils organisés? C'est ce qu'on va voir. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont des généraux et des personnalités de premier plan d'extrême droite qui ne croient pas en la République et qui sont organisés depuis 1934, n'attendant que le moment, le prétexte pour passer à l'action et renverser le gouvernement. Donc dans ce pays, cette Espagne de 36 qui est gouvernée par une coalition de partis de gauche, vous avez tout le reste, tout l'autre bord politique, la droite, l'extrême droite, qui est contre, et cette extrême droite est organisée, décide de passer à l'action quand elle le peut de manière violente, de manière armée, et elle est dirigée par des gens qui sont importants dans l'Espagne de l'époque, ce sont des généraux. Donc c'est pas encore Franco, mais Sanjurjo et Mola. Donc Sanjurjo et Mola sont les deux dirigeants de cette fraction d'extrême droite qui réussissent à organiser, à rassembler derrière eux un parti qui là encore est très éclaté en diverses mouvances qu'on reverra plus tard, dont le, dont un certain Franco. C'est-à-dire que tous ces gens arrivent à ramener derrière eux un certain Franco. Vous savez, c'est lui qui finalement a pris le premier plan, a pris le pouvoir et a gouverné l'Espagne jusqu'à sa mort dans les années 70. Mais à l'époque, ce n'est que l'un des soutiens des généraux Sanjurjo et Mola qui décident de renverser la République. Qui est-il? Eh bien, Franco est un militaire d'éducation monarchiste. À la base, il est pour le roi. Et c'est un militaire de carrière qui a déjà combattu, alors que l'Espagne, vous savez, n'a pas tant de guerres que ça dans son histoire récente. Il y a la guerre de 1898 contre les Américains, c'est là où elle perd ses dernières colonies comme Cuba et les Philippines. Et il y a une guerre dans les années 20, une guerre au Maroc qui se révolte contre la domination coloniale française et espagnole, puisqu'une partie du Maroc est espagnole. C'est ce qu'on appelle la guerre du Rif, RIF. Donc les Français et les Espagnols s'allient contre le chef marocain révolté, qui s'appelle Abdelkrim. On voit ça dans un film américain qui s'appelle Il était une fois la Légion. Il vaut ce qu'il vaut, mais je vous le cite parce que ça permet de mettre un peu des images sur cette guerre qui est très peu connue. Donc elle se déroule dans les années 20, vers 26, à la fin des années 20, et elle est assez importante parce que tout le Maroc se révolte, une grande partie du moins, et les Français envoient quand même un homme se battre sur place pour commander les troupes, qui n'est pas inconnu puisque c'est rien de moins que Philippe Pétain. Donc Pétain est envoyé au Maroc et se lie d'amitié avec Franco. C'est pourquoi d'ailleurs également il a été, vous le savez, en 39-40, envoyé Pétain comme ambassadeur en Espagne. Donc tout est lié. Donc Franco s'est battu, c'est ce que c'est que la guerre. Il a fait la guerre au Maroc, qui était une guerre assez difficile, où les Occidentaux ont fait intervenir des avions, de l'artillerie, etc.
et il est contre cette république, il est monarchiste, il s'est battu, et dès que le Front Populaire arrive au pouvoir, il sent que cet homme pourrait lui causer des problèmes, il est relégué aux Canaries. Donc vous savez, les Canaries, ce sont ces îles espagnoles depuis le 15e, 16e siècle, et qui sont en face de la côte de Mauritanie, de la côte africaine, et qui sont toujours d'ailleurs espagnols aujourd'hui. Et bien Franco est envoyé là-bas, il est un peu limogé, vous savez, parce que c'est un verbe qui signifie en français à la base envoyer à Limoges, c'est-à-dire quand on veut se débarrasser d'un général dont on n'a plus besoin, on n'a plus trop envie de le voir sur le front, on l'envoie à Limoges, une région militaire où il ne se passe pas grand-chose. Et bien là c'est un peu la même chose, Franco est envoyé aux Canaries. Donc voilà, ces gens-là se sont organisés, ils attendent qu'un prétexte pour se révolter, Franco assure son soutien, et le prétexte le voilà. Nous sommes en juillet 1936, et José Calvo Sotelo, qui est un monarchiste de premier plan, qui est violemment opposé au Front Populaire, est assassiné par des militants socialistes. Donc voilà, c'est le prétexte, c'est le début. Calvo Sotelo, un monarchiste de premier plan, qui est opposé au Front Populaire, est assassiné par des militants socialistes. Donc en représailles, le 17 et 18 juillet 1936, une grande partie de l'armée, qui est acquise aux nationalistes, passe à la dissidence et veut renverser le gouvernement. Voilà quel est le début de cette guerre d'Espagne. Le prétexte de l'assassinat d'un monarchiste fait que une grande partie de l'armée, qui est acquise aux nationalistes, se révolte et veut renverser le gouvernement. Pourquoi? Eh bien rappelez-vous, je vous avais dit que les chefs de l'extrême droite nationaliste espagnole étaient des généraux, et des généraux importants qui se sont fait obéir par leurs troupes qui les ont suivis. Et Franco était aussi, il faut le savoir, un homme qui avait formé une grande partie des officiers qui se révoltent à l'académie militaire de Saragosse à la fin des années 20. Donc vous voyez, Franco est déjà un homme important. Il a réussi à s'attirer le soutien de nombreux officiers parce qu'il les avait lui-même formés dans les années 20. Donc ça veut dire que l'extrême droite est organisée, une bonne partie de l'armée se révolte à son profit contre le gouvernement, c'est quand même pas rien c'est quand même pas rien, et passe à l'assaut. Donc notamment, vous avez les troupes d'Afrique, les troupes indigènes espagnoles qui sont qui sont fidèlement acquises à l'extrême droite et qui passent à l'attaque. Donc ça, dans l'histoire de l'Espagne, c'est pas nouveau. Il faut savoir que les coups d'état militaires, ce qu'on appelle un pronunciamento en espagnol, c'est arrivé longtemps, c'est un mot espagnol. Et bien là, ce n'en est qu'un de plus, si j'ose dire, mais il est différent. Pourquoi? On pourrait se dire, mais d'accord, ils se révoltent, une bonne partie de l'armée passe à la dissidence. Mais alors pourquoi la guerre a duré 3 ans? Eh bien, parce que justement, ce coup d'état a échoué. Et la population, on va le voir, s'est décidée à prendre les armes pour faire face à ce coup d'état. Et donc, ce coup d'état manqué se transforme, au Maroc puis en Espagne, en une véritable guerre civile. Vous voyez, c'est ça qui fait que la guerre d'Espagne dure 3 ans, c'est que la population et une autre partie de l'armée, notamment la marine, refusent de passer à la dissidence, de laisser un régime d'extrême droite s'installer en Espagne et se bat. Donc le gouvernement, toutefois, au début, il est complètement paralysé. Il ne sait pas très bien quoi faire. On ne sait pas exactement quelle région obéissent à qui. Ça, si vous voulez un bon témoignage de cette période, si vous voulez voir un peu en littérature quelle était la situation, l'insécurité, le fait de ne pas savoir qui obéissait à qui, je vous conseille de lire les premières pages du livre d'André Malraux, L'Espoir. Donc Malraux qui est intervenu avec des pilotes français dans la guerre d'Espagne aux côtés des républicains, a écrit un livre là-dessus qui s'appelle L'Espoir. Donc on n'aime pas Malraux, mais les premières pages montrent bien cette situation très instable en Espagne. Donc malgré ça, les nouvelles arrivent tout de même assez vite et il faut se rendre à l'évidence. La Navarre, donc au nord, la Castille, le Léon, la Galice et l'Andalousie, la région au sud de l'Espagne, échappent au gouvernement. Donc en juillet 1936, des régions entières échappent à l'autorité de la République espagnole. Ce sont des régions importantes et riches, la Navarre, la Castille, je répète, le Léon, la Galice et l'Andalousie. Je mettrai une carte dans la vidéo
pour que vous voyez visuellement quelle région se révolte. Mais, et c'est pour ça que je vous l'ai dit il y a quelques instants, la guerre a duré 3 ans, l'autre moitié du pays reste fidèle et le coup d'État nationaliste est un échec. Prenant de court tous les dirigeants, tous les chefs, la population espagnole en fait se rue en effet d'elle-même sur les armes et riposte. Comment elle fait? Eh bien, elle aussi est organisée. C'est une population de gauche, c'est-à-dire que ce sont des milices ouvrières qui sont bien organisées, notamment politiquement, qui sont cohérentes, qui ont une forte cohésion, et elles permettent de leur propre initiative, en dehors de tout ordre du gouvernement, de garder le contrôle de villes très importantes comme Madrid, Barcelone et Valence, qui sont les principales du pays. Ça veut dire que Madrid, qui était attaquée rapidement par les nationalistes, parce que Madrid c'est au centre du pays, et vous savez, dans une guerre, quand on tient la capitale, on tient quand même un point important, eh bien, elle n'est tombée, Madrid, qu'en 1939, à la fin de la guerre, puisque la population l'a très bien défendue. Vous avez toute une littérature là-dessus, des films, etc., etc. Moi, je ne veux pas vous refaire exactement dans le détail tous les combats, puisqu'on est là pour synthétiser, mais je vous mettrai, comme d'habitude, les liens en dans le commentaire de la vidéo, dans le résumé, vers une bibliographie très complète là-dessus. Donc, Barcelone, Madrid et Valence restent aux mains du gouvernement, mais Franco fait rapidement passer les puissantes troupes du Maroc, donc les indigènes, les Maures et la Légion étrangère espagnole, en Espagne. Alors, comment il fait ça? Je dis il y a quelques instants, si vous vous souvenez, que la marine espagnole, la marine de la République, reste fidèle au gouvernement. Et le Maroc, vous savez, est de l'autre côté de la Méditerranée. Le Maroc espagnol, je vous mettrai une carte aussi, à l'époque c'est un peu plus important que ce qui reste aujourd'hui, donc c'est Ceuta et Melilla. Et donc il y a des troupes puissantes, les Maures, les indigènes, les troupes locales et la Légion étrangère espagnole, qu'on appelle quand même les fiancés de la mort. Eh bien, ces troupes-là passent en Espagne par un pont aérien. C'est la première fois dans l'histoire, et c'est peut-être la seule fois où ça a extrêmement bien marché parce qu'il n'y a pas de riposte en face, que des troupes passent par milliers, par dizaines de milliers, d'un bras de mer, on va dire d'un côté d'un bras de mer à l'autre, donc d'Afrique en Europe, par un pont aérien. Or, c'est très intéressant, qu'est-ce qui se passe? Les avions qui ont permis ce pont aérien sont italiens. Je n'anticipe pas, j'y ai toute une partie qui sera consacrée à l'intervention étrangère dans la guerre d'Espagne, mais déjà, regardez dans un coin de votre tête que les Italiens envoient énormément d'avions qui permettent à Franco de faire passer toutes ses troupes d'Afrique en Europe, en Espagne même, et ça, peut-être que sans cela, il n'aurait pas forcément réussi, parce que Franco dirige ces hommes-là. Donc, c'est déjà un chef important, et arrivé dans le sud du pays, il entame une remontée progressive vers les régions qui sont fidèles encore au gouvernement, alors que son camp passe à l'assaut sur tous les autres fronts. Donc le pays est à peu près là, on est fin 36, grosso modo il est coupé en deux. Donc la progression est lente, les combats ressemblent beaucoup à ceux de la Première Guerre mondiale, vous avez encore des combats furieux à l'arme blanche, et les pertes sont atroces des deux côtés, donc là je vous conseille de lire à propos de ça, sur ces combats, les témoignages, les reportages du journaliste Joseph Kessel, dont j'ai mis le lien, ou plutôt le titre du livre dans la description. Là, Kessel vous décrit bien ces combats qui sont compliqués, qui sont lents, qui sont difficiles, avec des vraies tranchées, et surtout qui sont plutôt sans génie, parce que la République contre-attaque frontalement. Qu'est-ce qu'on fait à l'époque? On rassemble des troupes en colonne, dont celle du fameux Durruti, et on attaque de front les troupes de Franco. Donc je vous l'ai dit, il atteint les portes de Madrid en octobre 36, mais il ne peut l'emporter puisque la population se défend et il doit se déporter vers Tolède pour venir en aide à ces militaires, aux soldats qui sont insurgés et assiégés par la population dans l'Alcazar. Donc à Tolède, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que les troupes de Tolède se sont révoltées contre le gouvernement. Par contre, la population, elle, les a enfermés dans la citadelle médiévale de la ville, qu'on appelle l'Alcazar, un peu comme le Kremlin, vous savez, des villes russes. Un Kremlin en Russie, ça veut dire une forteresse, donc le plus connu c'est celui de Moscou, mais
les grandes villes avaient leur propre Kremlin. Bien, en Espagne c'était pareil, les grandes villes avec leurs châteaux, ailleurs aussi en Europe. Et bien les troupes se sont repliées dans ce Kremlin, dans ces alcazars, pour se défendre contre la population. Donc ils se sont dégagés, et quand Franco se représente devant la capitale un mois plus tard, la République a eu le temps d'organiser la défense. Donc voilà, je vous fais un petit résumé de ces premiers instants. En juillet 1936, l'extrême droite passe à l'offensive. Elle ne parvient pas à renverser le gouvernement avec quelques coups de feu puisque la population, les milices ouvrières et une partie de l'armée restent fidèles au gouvernement. Franco, qui se fait aider, on le verra plus tard, par les troupes allemandes et italiennes, réussit à transporter ses soldats d'Afrique au Maroc, du Maroc en Afrique, donc en Espagne. Il remonte progressivement du sud vers le nord, et c'est attaqué Madrid, ça ne marche pas, il doit se déporter vers Tolède pour aider ses camarades qui sont assiégés par la population, et lorsqu'il se représente à nouveau devant Madrid en octobre 36, enfin en novembre 36, la lutte est acharnée, on se bat pour chaque rue, pour chaque maison. Donc vous savez, on crie à l'époque « No pasarán », ils ne passeront pas, c'est les républicains qui crient cela, et Franco se bat devant Madrid jusqu'en mars 1937, avant de se rendre compte qu'il ne pourra la prendre. Donc je vous l'ai dit, elle n'est tombée qu'en 1939. Donc après des pertes effroyables, Franco décide de faire plier les républicains en les attaquant sur les flancs. Donc je vous renvoie à la carte qui passe sous vos yeux. Madrid est au centre du pays. Donc il décide de la contourner en attaquant par les deux flancs, faire une pince en quelque sorte, une tenaille, et attaque le Pays Basque et les Asturies, qui sont situés sur la côte atlantique. Donc en novembre 1936, les deux régions sont conquises et les nationalistes contrôlent la façade atlantique du pays. Donc vous voyez, c'est ça, cette première année est importante, cette année 36. Les républicains ont certes montré qu'ils savaient se défendre, que la population pouvait prendre les armes et arrêter une armée régulière, mais peu à peu, ceux-ci sont repoussés, et si Madrid tient, par les côtés, peu à peu, les nationalistes, les gens de Franco, tiennent et percent par les flancs. Donc, les 2 dernières années de la guerre ne sont un long repli des républicains face aux assauts des nationalistes. Ils sont alors acculés à la façade est du pays et lancent leur dernière force dans la bataille pour se dégager de l'étau qui se resserre. Le problème, c'est qu'en face, je vous renvoie encore à la partie 3 de cette guerre d'Espagne, de ce dossier, on verra un point précis là-dessus sur les dictatures européennes, et bien celle-ci renforce considérablement Franco en avions, en hommes, en blindés, en canons, en armes portatives, etc. etc. Mais n'anticipons pas. Donc il contient, Franco, les tentatives républicaines de simplement desserrer l'étau et de reprendre des régions qui étaient perdues. Donc l'affrontement culmine en Aragon, à la terrible bataille de Teruel, mais malgré tous leurs efforts, les républicains y sont défaits. La ville change plusieurs fois de main, et les forces de Franco atteignent, et là c'est grave, la Méditerranée. Donc, en avril 1938, là encore je vous renvoie à la carte, les troupes républicaines, le camp républicain est coupé en deux. Et ça c'est toujours très grave que de voir son camp coupé en deux, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir de lien terrestre entre les deux parties amies, et c'est toujours très grave, d'autant plus qu'on le verra, il y a toujours un volet naval de cette guerre, et la marine républicaine est de plus en plus poussée dans ses derniers retranchements. Donc voilà la deuxième partie de cette guerre, Franco qui n'a pas réussi à prendre Madrid au centre en l'attaquant dès le début, a passé sur les flancs progressivement, il a réussi à reprendre la façade atlantique du pays, ensuite il déporte ses troupes vers la Méditerranée, et arrive à couper le camp républicain en deux, malgré des contre-offensives, dont la fameuse bataille de Teruel. Et, au bord du gouffre, les républicains, après cette bataille de Teruel, décident de rassembler toutes leurs dernières troupes pour tenter de percer l'étranglement et de rejoindre à nouveau les deux parties
de leur territoire ensemble. C'est un vrai cauchemar qui a pour nom la bataille de l'Èbre. Donc l'Èbre est un fleuve espagnol où s'est déroulée cette bataille, où les républicains ont essayé de se rassembler, de ne faire plus qu'un avec les deux bouts du territoire qu'ils contrôlaient encore. Et les combats sont d'une violence inouïe. Le terrain est montagneux, escarpé, difficile. L'hiver est prenant et dur. Comme par hasard, en période de guerre, l'hiver est toujours rude. Et l'offensive est un échec, avec des pertes très lourdes. Donc de 38 à 39, le temps qu'il reste, le territoire que les républicains contrôlent se réduit peu à peu comme peau de chagrin, et la fin de la guerre n'est plus qu'une promenade militaire pour Franco, qui s'empare de la Catalogne, de Madrid, et enfin des diverses poches de résistance qu'il reste. On verra en partie 2 comment ça s'est passé, le volet politique de cette guerre, qui joue directement sur le militaire. Et le 1er avril 1939, celui qu'on appelle le caudillo, Franco, déclare officiellement la fin de la guerre. De nombreuses personnes prennent alors le chemin de l'exil. Elles ont eu un accueil très froid en France, on a parqué les gens dans des vrais camps d'internement. C'était quand même pas très républicain, et surtout venant de la part du pays des droits de l'homme, c'était pas quelque chose d'excellent qu'on a fait à l'époque, mais il faut pas le cacher. Et ce 1er avril 1939 prend fin un conflit particulièrement sale où les violences ont été très importantes des deux côtés et que l'on va voir dans les parties qui viennent. Donc voilà pour une première grande partie sur les opérations. Donc j'ai résumé à gros traits. 36, une offensive qui est contenue. 37, Franco qui passe à l'attaque sur d'autres fronts et qui déborde peu à peu les républicains, aidés par de nombreux soutiens des dictatures européennes. 38, une république qui tente de le repousser, qui n'y arrive pas. Et de 38 à 39, un Franco qui met fin aux dernières résistances et à cette guerre le 1er avril 39. Donc là, je vous le répète, c'était un résumé à grands traits de ce déroulement des opérations, et on verra au cours d'une deuxième et une troisième partie qui seront d'ampleur égale le volet interne de la guerre, comment les deux camps sont-ils organisés, comment ont-ils essayé de se battre, comment leurs divisions internes les ont-elles pénalisées pour la République, et au cours d'une troisième grande partie qui est très intéressante, le volet international du conflit, c'est-à-dire toute l'aide que les pays étrangers ont apportée aux deux camps, surtout au camp espagnol, surtout au camp nationaliste espagnol, on le verra, et ça permettra de voir, à travers cette intervention étrangère, que la guerre d'Espagne est une grande répétition, une répétition générale de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, vous m'excuserez encore de vous avoir fait patienter un certain temps avant cette vidéo, mais divers problèmes, comme je vous l'avais dit, m'en ont empêché.